Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Je suis ici avec Souleymane Sissoko. Bonjour Souleymane. Bonjour. On est ici dans la salle de Nordin Oubaly où tu t'entraînes. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta préparation ici en France et comment ça s'est passé avec le Covid et tout ce qui s'est passé? En fait, j'étais aux États-Unis durant toute la période du confinement. Je suis rentré 2 semaines avant la fin du confinement en France parce que voilà, tous mes combats ont été reportés, etc. et annulés. Donc je suis revenu en France, j'ai fait une petite coupure et derrière j'ai repris l'entraînement fin juin. J'ai enchaîné, j'ai commencé l'entraînement bien reprendre fin juin. D'accord, et en fait, ça veut dire que tu as fait toute la partie avec Virgil Hunter qui était avant à San Francisco toujours. Et une fois que tu reviens ici, en fait, c'est pourquoi exactement? C'est parce que c'est un entraînement qui est un peu différent? Oui et non, après la situation devenait un peu plus compliquée aux États-Unis, donc j'ai préféré quand même revenir en France. Et puis voilà, ma femme était enceinte, donc voilà, vu qu'elle était enceinte, on est rentré un peu plus tôt parce que voilà, on avait peur d'être bloqué là-bas. Donc voilà, mais moi je suis chez moi ici, je suis chez moi aux États-Unis, et voilà, pour moi c'est toujours de continuer à progresser, continuer d'apprendre, et c'est ça que j'aime bien dans ces deux structures entre le Top Rank et la salle à Auckland. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que de toute façon, ici, il y a tellement un gros niveau aussi en termes de boxe anglaise que, ouais, au niveau des échanges, il y a à trouver partout. Et du coup, comment ça se passe maintenant que tu as eu ton enfant? C'est ton premier enfant? Ouais, c'est ton premier enfant. Alors comment ça se passe maintenant, le Souleymane papa? Comment est-ce qu'il est? C'est vrai que c'est une autre vie, hein, c'est que du bonheur. Je dors pas beaucoup, mais bon, voilà, c'est que du bonheur, ça donne une force en plus, une force supplémentaire. Et puis voilà, maintenant on a encore plus l'essence de responsabilité. Et voilà, on sait pourquoi ça donne beaucoup plus de sens à la vie, on va dire. Et voilà, maintenant que je suis papa, je savoure un maximum. Là, je me remets dedans, à fond dans la prépa, parce qu'il y a un gros combat de prévu au mois de septembre, fin septembre. J'ai une autorisation exceptionnelle par Matchroom, parce que je suis en contrat maintenant avec eux, Matchroom de Eddie Hearn, qui ont accepté que je puisse boxer en France. Et derrière, on continue l'aventure américaine. Et alors du coup, tu n'as toujours pas ton adversaire pour le 25 septembre, pour l'instant. Mais tu disais qu'en fait, la préparation de la moitié de tes combats, ça a été comme ça. Tu n'as pas d'adversaire, du coup, tu te concentres sur développer tes skills. Et tu es habitué, en fait, à avoir, entre guillemets, un short notice de 1 mois ou... En fait, on a l'habitude de ça. Lorsqu'on est en boxe olympique, il y a un tirage au sort. En fait, la veille au lendemain, on a l'adversaire, le nom du boxeur. Donc, on a un jour. Puis derrière, dès qu'on finit le combat, un autre jour pour se concentrer. En fait, on a l'habitude de ça. Moi, j'ai maintenant plus de 150 combats amateurs et on n'a pas 1 mois ou 2 mois pour étudier l'adversaire. Non, c'est la veille au lendemain. Donc déjà, par rapport à mon background en boxe olympique, j'ai cette habitude-là à pouvoir m'adapter rapidement, etc. Et c'est vrai qu'en pro, il faut quand même prévoir les choses bien à l'avance. C'est vrai que pour la majeure partie de mes combats, ça a été un peu compliqué au niveau des adversaires. On a du mal à trouver des adversaires. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est parfois compliqué. Donc voilà, on n'a pas le choix que de s'adapter. Aujourd'hui, lorsque je mets les gants, je prends des plus grands, des plus petits, des boxeurs qui sont un peu plus offensifs, d'autres non. Et voilà, on essaie de mixer tout ça. Pareil à la leçon technique où on va travailler sur vraiment différents styles d'adversaires. Aujourd'hui, on n'a pas le choix que de s'adapter. Bon, là, on a 4 semaines d'un combat, il y a plusieurs noms quand même. Et là, en début de semaine, je saurai qui sera mon futur adversaire pour le 25 septembre. Et c'est comment exactement de traiter et c'est pas de faire affaire puisque du coup c'est eux qui gèrent ta carrière, mais avec Matchroom Boxing, pardon, c'est une énorme cylindrée. Comment est-ce que c'est de traiter avec eux exactement? Ça se passe plutôt bien. Après, c'est vrai que Matchroom c'est une grosse boîte de promotion. Ils sont aujourd'hui parmi les meilleurs mondiaux. Financièrement, ils sont très bien, donc ils peuvent se permettre de te monter au niveau international, de mettre l'argent qu'il faut pour avoir tel ou tel style d'opposition. Et c'est exceptionnel parce qu'ils ont beaucoup de grands champions. Et d'être avec eux, non, c'est un honneur pour moi. Mais après, voilà, on ne s'arrête pas à ça. On ne s'arrête pas à ça. Oui, c'est bien, on est avec Matchroom, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire de gros résultats. Et j'espère que ça va m'aider à atteindre mon objectif plus rapidement. Et du coup, là, pour l'instant, vous êtes en négociation pour un adversaire qui est ranké devant toi, Non, en fait, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas boxé. Je reviens aussi de blessure. Donc là, on va faire, on va dire, un combat à 2 reprises, entre guillemets, même si on aurait préféré avoir quand même des adversaires un peu
un peu mieux classés. Après, il n'y a rien d'arrêté, hein, mais c'est très compliqué que ces adversaires-là acceptent. Parfois, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai qu'on imagine. Alors du coup, la carte du 25 septembre, c'est Tony Yoka contre Monsieur Duhaupas. Comment est-ce que tu vois ce combat-là pour l'instant? Comment est-ce que tu vois se dérouler? C'est un combat que le grand public attend depuis très longtemps. Je pense que ça va être un beau combat. On attendait ça, on parlait beaucoup de Tony face à Duhaupas. Donc les deux savent qu'ils ont un gros combat. Tony se prépare à fond, il est à 100%. Il est là, il y a le coach américain qui est là, il y a le préparateur physique qui sont là. Donc voilà, je pense que ça va être un beau combat. Respect à ces deux boxeurs qui ont accepté de faire ce combat-là. Et voilà, maintenant que le meilleur gagne. Et je pense qu'ils vont nous offrir une belle opposition. Et il y a aussi une question, quand on voit comme ça ces duels franco-français, forcément qui vient à l'esprit avec toi. Le premier Français classé dans ta catégorie, c'est Michel Soro. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait de le combattre dans l'avenir aussi, puisqu'il est 5e du classement mondial, pour établir le numéro 1 français, et puis parce que ça ferait un super combat? Bien sûr, on parle beaucoup de ces combats-là. Il n'y a pas que Michel Soro, il y a aussi d'autres Français qui sont bien classés. Maintenant, je pense que Michel, il a une chance mondiale. Il est à la porte d'un championnat du monde. Il ne va pas se dire, je vais boxer saoulé. Et bien voilà. Sûr. Ouais. Donc, mais je pense que s'il prend une ceinture mondiale et que moi, j'arrive à bien me classer au niveau international, pourquoi pas? Après, aujourd'hui, moi, je pense qu'on est beaucoup de Français dans cette catégorie des super welter. Il y a beaucoup de bons boxeurs dans ces catégories de super welter. Je pense que c'est mon point de vue. On fait chacun notre chemin au niveau international parce qu'on a toute notre place. Et puis derrière, se rencontrer pour des grosses ceintures, pour des gros enjeux. Et je pense que c'est ça qui ferait encore plus monter les choses. Et aujourd'hui, d'avoir plusieurs champions du monde dans la même catégorie, ça serait exceptionnel. Et de réunifier toutes ces ceintures en France, ça serait encore plus exceptionnel. Donc moi, je vois la chose comme ça. Après, j'ai jamais été fermé à un duel face à un Français. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur moi, sur ma carrière. Et s'il y en a un qui devrait se mettre dans mon chemin, on se rencontre. Et puis voilà, derrière, c'est le sport. Hein, on n'est pas là pour... c'est le sport. Et puis voilà, derrière, on passe à autre chose. Mais je pense que on a besoin de ces combats-là. Mais c'est souvent très, très, très compliqué à mettre en place. Les combats franco-français sont souvent très compliqués. C'est pour ça que moi, pas j'ai lâché prise, mais je me dis, voilà, avance, vise, t'as un objectif. Il y a plusieurs étapes pour ça. Ouais. Avance et puis derrière, tu verras. Et du coup, pour l'instant, pour toi, comment est-ce que tu te vois là sur l'année 2020 qui arrive et les objectifs à court terme, c'est quoi exactement? Pour l'instant, te remettre dans le bain et ensuite? Voilà, l'année 2020, elle est déjà plus ou moins bien entamée. Bientôt bien entamée. Donc là, on a un combat de reprise au mois de septembre. Derrière, on espère boxer soit au mois de novembre, soit au mois de décembre. D'accord, directement. Voilà, directement, soit au mois de novembre ou décembre. Et derrière, on est en capacité, on veut faire une petite ceinture. Donc, on verra. Si on a la chance pour faire un championnat d'Europe ou autre, on verra. Sinon, ce sera une ceinture internationale. C'est ce qu'on espère faire. Et puis, moi, en tout cas, fin 2021, début 2022, je veux faire cette ceinture mondiale. Et pour l'instant, tu te vois comment? Alors, on sait que les champions, c'est une catégorie de tueurs à gages, clairement. Toi, comment tu te sens? Comment tu sens ta carrière progresser? Et est-ce que tu sens que là, tu commences à avoir le niveau et tu commences à avoir l'envie d'aller les chercher, les tout meilleurs? Ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as dit, on a une catégorie qui est très riche. Il y a beaucoup de bons boxeurs, il y a beaucoup de champions. Et moi, j'ai la chance aux États-Unis d'avoir tourné avec beaucoup d'entre eux et de la catégorie en dessous, mais aussi de la catégorie au-dessus. Et quand tu tournes avec ces mecs et que ça se passe super bien et que ces mecs eux-mêmes te disent, Souleymane, tu as toute ta place, je pense que voilà, derrière, on se met plus de barrières. Souvent, nous, on est là Charlot, un tel, Julian Williams, un tel, ils sont imbattables, intouchables. Pas du tout. En fait, c'est des mecs qui sont comme nous. C'est juste que aux États-Unis, certes, ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Ils ont beaucoup plus de moyens. Donc, ça les permet d'avancer beaucoup plus vite que nous. Nous, on était confinés, on pouvait pas aller à la salle. Eux, par exemple, pouvaient aller à la salle, pouvaient s'entraîner. Ils ont même boxé pendant ces périodes de confinement. C'est ce qui fait qu'ils ont un peu plus d'avance que nous et qu'il y a un fossé qui nous sépare d'eux. Mais personnellement, c'est pas des boxeurs qui m'inquiètent. Avec tout le respect que je leur dois. Ils sont aujourd'hui champions, j'ai pas encore fait le parcours qu'ils ont fait, mais c'est pas des boxeurs qui m'inquiètent. Et pour avoir tourné avec beaucoup de ces boxeurs, au contraire, je suis très confiant. Après, encore une fois, ces mecs-là, ils ont encore plus d'expérience que nous, mais pugilistiquement parlant boxe, j'ai rien à leur envier.
Et ça permet de faire une transition aussi, parce que forcément, être champion, devenir champion, ben, ça passe évidemment par l'entraînement, par le tous les jours, le grind, etc. Et il y a un documentaire qui était sur RMC, et il y a une phrase, tu disais, de toute façon, à l'entraînement, t'as envie d'abandonner, tu pleures, c'est horrible, mais tu te pousses et tu continues. Mais à quoi est-ce que tu penses dans ces moments-là où tu as fait une session ultra hardcore, tu as envie d'abandonner, t'en peux plus? Qu'est-ce que tu te dis en fait? Ce qui anime cette envie, c'est déjà tes objectifs. Tu as des objectifs et tu penses à tes adversaires. Tu sais que pour arriver à ces objectifs-là, les mecs sont en train de travailler, ils travaillent très dur. Donc à toi de travailler encore plus dur qu'eux et aller vraiment beaucoup plus loin, t'arracher à l'entraînement. Comme Mohamed Ali le disait, lorsqu'il sent la douleur, c'est là qu'il commence à travailler. Il se disait ça. Donc moi, à partir du moment où je me dis, voilà, là je suis à l'entraînement, je donne tout. Et pour moi, il n'y a pas pire que les regrets. Dans la vie, même pour tout le monde, il n'y a pas pire chose que les regrets. Donc voilà, il faut se donner 100% de ses chances, donc tu donnes tout à l'entraînement. Derrière sur le ring, tu peux tomber sur plus fort que toi, tu peux prendre un mauvais coup, c'est comme ça. Mais en tout cas, tu mets tout ce qu'il faut, tu mets tous les paramètres à 100% pour pouvoir être prêt sur le ring et battre tes adversaires. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir grandi avec deux frères qui sont des marmules absolues, ils sont à plus de 100 kilos, est-ce que déjà, comment est-ce que ça s'est passé l'enfance entre vous? Est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a énormément de champions qui ont des frères qui étaient plus grands, plus forts, etc. Et que ça, justement, le fer contre le fer, c'est ça qui les a motivés, etc. Comment est-ce que ça s'est passé l'enfance avec tes frères? Moi, plutôt bien parce que de base, on n'est pas une famille de bagarreurs. Au contraire, c'est moi qui a amené cette dynamique de la boxe autour de chez moi. Donc, j'ai commencé le premier. Derrière, tout le monde s'est plus ou moins intéressé à la boxe. Et puis là, voilà, il y a un élan collectif. On est tous là à se pousser, à se motiver. On s'entraide. Et je pense que c'est une force en plus, parce que la famille, c'est une grande force en plus dans la vie de tous les jours. D'accord. Du coup, en fait, il n'y a jamais eu vraiment de moment où petit, c'était l'apocalypse. D'accord. Non, ça va. Ok. Et quand tu vois des entraîneurs comme Virgil Hunter, que tu connais bien, c'est quoi la différence entre un coach comme Virgil Hunter et comment dire, de ce calibre en tout cas, et un autre coach? C'est les mots qu'ils choisissent, c'est la science qu'ils ont réussi à développer. Qu'est-ce que c'est la différence? Je pense déjà c'est la sagesse. Virgil Hunter, c'est la sagesse qu'il a. Elle est exceptionnelle. C'est un coach, il t'explique quelque chose, il te le montre, il te le met en pratique, il te le décortique, et lorsque tu le mets en place sur le ring, c'est exceptionnel. Et tu vois que ça marche, et donc tu prends plus confiance en toi, tu commences à plus l'écouter. Et c'est quelqu'un qui a pas commencé directement en haut, il a commencé vraiment tout en bas, avec un boxeur qu'il a commencé à suivre du début jusqu'à la fin. Derrière, il a ramené aux Jeux Olympiques, il a fait une médaille olympique, champion olympique. Derrière, il est parti chercher plusieurs ceintures en boxe pro. André Ward, bien sûr. Et il a eu beaucoup d'autres champions. Donc, quand tu as des mecs comme ça d'expérience, c'est sûr que tu as envie d'apprendre et tu apprends beaucoup. Et lorsque tu vois que tu progresses aussi sur le ring, ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, avec lui, à chaque camp d'entraînement, je continue de progresser, je continue d'apprendre. Et c'est exceptionnel. Après, en France, j'ai aussi Ali qui est là. Pour moi, c'est complémentaire parce que je vais travailler sur certaines choses que je ne travaille pas forcément là-bas, etc. Et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'Ali aussi, il a une grosse expérience américaine. Il a été plus de 10 ans là-bas. Ouais. Donc voilà, entre New York, Miami. Donc voilà, je suis entouré des meilleurs, quoi. Voilà, je suis entouré des meilleurs. Et Ali aussi, il est un champion du monde. Et qui est Nordino Bali. Donc non, c'est top. Et tu as été dans le corner, pas dans le corner, tu es dans le vestiaire aussi d'Anthony Joshua, c'est ça, tu le connais bien? Oui, Anthony Joshua aujourd'hui, il a monté une boîte de management, donc il me manage. Exactement. Le 258 Management, il me manage. Donc oui, on se connaît très bien. Après, même avant qu'il me manage, on se connaissait déjà bien. En équipe, lorsqu'il était en équipe d'Angleterre avec moi en équipe de France, voilà, on se voyait plus ou moins souvent, etc. En camp d'entraînement. Donc on se connaît bien. Et quand tu es par exemple dans le vestiaire avec lui, quand tu le côtoies et quand il approche d'une grosse échéance, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu apprends d'un gars qui est dans des trucs aussi monstrueux, aussi énormes? Après là, sur le combat par exemple de New York, j'étais pas dans son vestiaire parce que j'avais boxé avant. Voilà. En général, pour moi, le vestiaire, c'est le moment vraiment le plus intime. Tu es avec ton coach, tu es dans le tunnel. Voilà, et là, faut laisser le boxeur dans sa concentration. Mais c'est un mec, c'est un bon gars. C'est un bon gars, c'est un travailleur de fou. C'est un mec, il est déterminé. Il est très humble, surtout, c'est ce que j'aime chez lui.
sa qualité première. Et voilà, c'est un mec, c'est un travailleur. Et il est humble, c'est un bon gars. Et il est champion sur le ring, mais en dehors du ring. Et c'est ça qui fait sa réussite. Et aujourd'hui, comme je le dis, on est des ambassadeurs de nos sports respectifs. On se doit d'avoir une bonne image parce que voilà, il y a pas mal de jeunes qui nous suivent sur le ring et en dehors du ring. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose clairement aussi qui te définit parce que, par exemple, il n'y a pas si longtemps, tu faisais des sport and clean dans les villes où tu vas ramasser les déchets. Tu étais le premier à vouloir que les boxeurs professionnels aient là, pendant le coronavirus, etc., qui soient dédommagés. Tu étais aussi là pendant qu'il y a eu des tensions sociales, raciales, etc., pour dire calmons-nous, essayer d'équilibrer les choses, etc. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te tient autant à cœur, toutes ces causes-là nobles, entre guillemets? Comme je le dis, aujourd'hui, on est plus ou moins exposé, on a une voix, on est ambassadeur de nos sports respectifs et on est un peu écouté, donc il faut montrer l'exemple. Aujourd'hui, moi, je suis suivi par beaucoup de monde, que ce soit des jeunes, des plus jeunes et des personnes même qui n'ont rien à voir dans le milieu de la boxe. Et du coup, on est suivi par pas mal de monde en France, à l'étranger. Et moi, étant plus jeune, j'ai plus ou moins beaucoup baigné dans le milieu associatif. Le giving back, c'est quelque chose qui est en moi parce que j'étais parrain d'une association qui s'appelait Giving Back. Et le but, c'est de donner en retour. Il faut savoir donner en retour. Et dans la vie, c'est un éternel. Pour moi, c'est comme ça, toujours donner en retour. Et de jamais oublier surtout d'où on vient. Et pour moi, c'est très important. Parce que la force, je la puise là où je viens. Et comme on dit, lorsque tu sais pas où tu vas, reviens toujours là où tu viens. Voilà, exactement. Et donc, voilà, c'est comme ça, c'est en moi. Et j'ai pas attendu forcément de briller pour pouvoir faire ces choses-là. Non, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et souvent, on me dit, ouais, merci pour ce que tu fais. Et moi, c'est moi qui remercie ces personnes-là parce qu'ils donnent énormément de force. Ils me donnent énormément de force lorsque je boxe, les petits messages par-ci, par-là. Ça donne énormément de force. Et tu as envie de leur redonner tout ça en retour, quoi. Bravo pour tout ce que tu fais, merci et bon courage et à très vite du coup. Merci beaucoup. Merci. Swear.